Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Bernardo de Je cite Lab pour un sujet passionnant que comment le quartier prioritaire de la politique de la ville peut faciliter votre installation. Marie, et merci beaucoup. Et c'est à vous, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir parler des quartiers prioritaires politiques de la ville. On va aussi évidemment redire ce que c'est, refaire un tour. Je garde un œil sur le chat. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas soit à ouvrir directement vos micros, soit à passer par le chat et j'y répondrai au fur et à mesure. Et puis dans tous les cas, on aura à la fin de la présentation un petit temps d'échange. Je vais devoir aller un petit peu vite sur certains points. Donc n'hésitez pas aussi à prendre en note mon mail et puis on pourra rééchanger un petit peu plus spécifiquement. Donc effectivement, aujourd'hui, on se voit pour discuter des quartiers prioritaires politiques de la ville et plus précisément de ce que ça peut permettre pour vos installations futures. Comme le disait Natalia, moi je m'appelle Marie, je suis chef de projet Cité Lab. C'est un dispositif financé en grande partie par BPI, la Banque publique d'investissement, mais aussi par la métropole de Tours, par la région et par l'État. Donc c'est un dispositif qui est entièrement gratuit pour les bénéficiaires. Et dans ce cadre-là, mon travail c'est d'accompagner des porteurs et des porteuses de projets qui habitent en quartier prioritaire ou qui souhaitent y installer leur entreprise et donc l'idée, ça va être de travailler plutôt le début du projet. Donc vraiment détecter un petit peu le besoin, l'envie et la possibilité sur le territoire. Donc on est un petit peu en amont du business plan. En tout cas, on est au tout début du business plan sur cette partie-là. Et puis après, moi, je guide vers les instances du territoire qui permettent de développer le projet. Donc potentiellement, ça peut être pépite pour les étudiants si c'est pas par là qu'ils sont arrivés jusqu'à moi. Ou alors, inversement, ça peut être de se dire, bah voilà, s'il y a tel ou tel acteur sur le territoire qui peut être un peu plus intéressant pour la personne, bah, c'est de pouvoir guider vers cette structure. Je vous remettrai mon mail dans le chat à la fin, donc vous pourrez le reprendre directement. Et puis je suis aussi référente d'un groupe d'entraide qui s'appelle Les Audacieuses. C'est un groupe pour femmes uniquement, porteuses de projets ou entrepreneuses déjà installées. Et l'idée, c'est que tous les premiers jeudis du mois, on se retrouve à la BGE pour travailler un sujet. Donc par exemple, on a travaillé les stéréotypes dans l'entrepreneuriat féminin, on a travaillé le leadership au féminin, etc. Bref, plein de thématiques. C'est gratuit, c'est ouvert à toutes, même pour les personnes qui ne sont pas accompagnées par BGE. Donc voilà, si vous êtes une femme et que vous avez envie de travailler votre réseau et ou la question, enfin des questions en lien avec l'entrepreneuriat féminin, je pourrais transmettre aussi le flyer des prochaines rencontres. La BGE, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui accompagne la création, la reprise ou la croissance d'entreprises. C'est à peu près 8000 personnes accompagnées chaque année sur le territoire de l'Indre, le Cher et l'Indre-et-Loire. Ça, c'est les territoires que nous, on couvre à la BGE Berry-Touraine. Et donc, nos territoires de prédilection, d'expertise, ça va être plutôt forcément l'entrepreneuriat, le développement territorial. On fait aussi beaucoup de formations en lien avec l'entrepreneuriat, mais pas que. On fait aussi l'accompagnement à l'insertion et l'emploi, le numérique. Et puis on fait un petit peu de SS. Alors dans l'Indre-et-Loire, ça va pas forcément être beaucoup le cas. Par contre, c'est le cas dans l'Indre et le Cher. Et puis donc la BGE, c'est un réseau national. Donc la BGE, pour celles et ceux qui connaissent, ici à Saint-Avertin, ça va être... ici dans le 37, ça va être plutôt Saint-Avertin. Et puis sinon, du coup, pour les territoires que nous, on va couvrir sur la région, ça va être à Châteauroux, à Bourges principalement. Et puis il y a aussi des antennes qui sont tenues par BGE Terre de Loire pour ceux qui seraient des autres départements de la région centre. Maintenant, on va revenir un petit peu sur cette question des QPV. Qu'est-ce que c'est qu'un QPV? Qu'est-ce que c'est qu'un quartier? Un quartier, c'est vraiment un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ça, c'est un terme qui a été déterminé par l'État, et ce sont des quartiers qui sont déterminés du coup par l'État. C'est pas le premier venu qui choisit de décider que cet endroit sera un quartier prioritaire. C'est la politique de la ville, et c'est basé sur un certain nombre de critères qui permettent de déterminer des quartiers qui vont pouvoir bénéficier de dispositifs et ou d'aménagements particuliers pour développer plus ce quartier-là. Pourquoi? Parce
parce que les quartiers prioritaires sont des quartiers qui concentrent plus de discrimination sur différentes choses. Donc ça va être souvent des personnes plus précaires, des personnes, donc c'est en fait le niveau de vie par individu qui est plus bas dans les quartiers prioritaires. Donc on retrouve certaines thématiques. Et donc pour justement permettre une meilleure évolution des personnes qui habitent dans les quartiers et donc aussi une revalorisation de ces quartiers-là, il y a un ensemble de choses qui sont mises en place dans le cadre de la politique de la ville. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc ici, à Tours, on va retrouver des quartiers à Tours, à Saint-Pierre, à La Riche et à Joué. Mais en fait, des quartiers, vous en avez sur toute la métropole. Donc si jamais vous êtes du 37, mais pas de Tours, il y en a aussi à Amboise. Et si vous êtes d'ailleurs sur la région centre, il y en a beaucoup. Donc des homologues à moi, des cités labs, vous en avez sur tous les départements du centre Val-de-Loire. Donc si jamais vous avez des questions en lien avec les quartiers parce que vous y habitez ou vous avez envie d'y installer votre activité, n'hésitez pas à revenir vers moi. Dans tous les cas, je pourrais vous guider vers mes collègues sur les autres départements. Et donc pour ça, pour savoir si vous êtes des quartiers, vous avez un lien cliquable ici. Donc le PowerPoint vous sera transmis et vous pourrez cliquer directement. Il y a des sites internet qui permettent de vérifier si vous habitez en quartier prioritaire ou pas, parce qu'on n'est pas forcément au courant. Par exemple, un exemple très concret sur le territoire, c'est les Tourettes à Tours. C'est un nouveau quartier, il n'y était pas sur le dernier contrat de ville. Donc en fait, les gens qui habitent les Tourettes ne sont pas forcément conscients qu'ils habitent en quartier prioritaire. Et l'autre notion qui va être importante, c'est la petite auréole rose qu'on voit autour des quartiers. Les quartiers, c'est vraiment les zones orange, mais on voit aussi une auréole violette rose. Ça, c'est ce qu'on appelle la borne 300. C'est 300 mètres autour du quartier. Et cette borne 300, bah, ça permet de faire bénéficier aux personnes qui habitent dans cette couronne des mêmes dispositifs que les gens qui habitent directement en quartier. Donc ça va être valable pour les dispositifs BPI dont je vais reparler. C'est pas valable pour tout, mais je préciserai à chaque fois quand est-ce que vous pourriez être concerné. Et donc, sachez que si vous allez rechercher votre adresse sur le SIG, que vous pouvez retrouver ici, vous ne verrez pas cette borne 300. Mais si vous voyez que vous habitez pas très loin d'un quartier qui est tout bleu, alors ça vaudra le coup quand même de vérifier si vous n'êtes pas dans la borne 300 parce que ça veut dire que vous auriez potentiellement le droit à des choses. Et donc, je l'ai déjà dit en amont, mais je le redis, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc les QPV, c'est des quartiers qui bénéficient, enfin qui sont définis, pardon, par les services publics et qui bénéficient d'une politique prioritaire. On va notamment retrouver dans ces quartiers-là, par exemple, la priorisation du développement des crèches ou des écoles ou de services urbains, parce que on considère qu'en fait ces quartiers-là ont besoin de développer plus vite ou de faciliter en fait le déploiement de certaines choses. Donc c'est pour ça qu'on favorise ces quartiers-là. Et il y a un équivalent un petit peu rural à ces quartiers, à ces QPV, ça va être les ZRR pour zone de revitalisation rurale. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de dispositif spécifique à la ruralité, mais ça va pas tarder à arriver sur le territoire avec des choses assez similaires à ce que je présenterai aujourd'hui. Donc ça va être important quand on est dans des zones comme ça spécifiques de vérifier s'il n'y a pas des aides qui existent spécifiquement pour ces zones urbaines ou du coup rurales, parce que c'est potentiellement le cas. Et il y a une autre notion qu'on appelle du coup les poches de pauvreté. C'est des zones qui sont trop petites pour être définies comme un quartier, mais qui quand même pour une raison X ou Y, cumulent en fait les mêmes critères que les QPV. Donc ça aussi, c'est des choses à vérifier quand vous vous installez, si vous n'êtes pas en zone prioritaire, entre guillemets, que ce soit en ruralité ou en zone urbaine. Est-ce que ça va jusque-là? Je regarde dans le chat, je vois rien du tout. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc j'en viens au fameux programme de BPI, le programme Entrepreneuriat Quartier 2030, dont mon dispositif fait partie. C'est un ensemble de dispositifs qui vont permettre justement de favoriser l'entrepreneuriat dans les quartiers. On développe ça sous trois axes différents. Le premier, ça va être plutôt de la détection. Donc, on retrouve le Cité Lab. On retrouve aussi le bus. Certaines connaissent peut-être. C'est un bus jaune qui se balade dans les quartiers et qui donne de l'information sur les dispositifs justement liés à l'entrepreneuriat, principalement en tout cas. Et puis, s'il y a parmi vous des gens de Bourges, il y a aussi le Carrefour de l'entrepreneuriat qui a ouvert, qui est le premier de la région à avoir ouvert.
Donc voilà, tout ça, ça va être plutôt des dispositifs en dans le premier axe, donc plutôt en début d'activité. Ensuite, dans l'axe 2, on va avoir le développement du projet et le financement. Et puis l'axe 3, c'est plutôt de la formation. Moi, je vais vous faire un focus plutôt sur justement les trucs en bleu, puisque ce sont des sites, des solutions de financement. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous de vous installer en quartier ou si vous êtes habitant et habitante de quartier, de le faire valoir dans vos accompagnements parce qu'on peut vous proposer des choses spécifiques. Donc justement, le premier axe qu'on va pouvoir regarder aujourd'hui, c'est le prêt d'honneur quartier. Le prêt d'honneur quartier, c'est un prêt d'honneur à taux zéro qui va être accordé à titre individuel. Ça veut dire qu'il ne repose pas sur votre entreprise, il repose vraiment sur vous-même en tant qu'individu. Et il va servir à la création, le développement ou la reprise d'une entreprise. C'est sans garantie sur les actifs de l'entreprise ou de sa dirigeante. C'est pour ça justement que c'est à titre individuel qu'on le souscrit. Et surtout, c'est une durée flexible d'1 à 5 ans avec un différé d'amortissement. C'est-à-dire que vous pouvez décaler le moment où vous commencez à rembourser votre prêt d'honneur. Et puis les montants que comprend le prêt d'honneur, c'est entre 1000 et 15 000 euros en cofinancement jusqu'à 66% du besoin de financement. Je vais revenir justement sur ces règles avec un exemple concret de comment on calcule combien on peut aller chercher en prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, donc je répète, les informations importantes à retenir, c'est que c'est un prêt à taux zéro et que c'est aussi avec 100% de garantie sur le prêt. Ça veut dire que demain vous souscrivez pardon, un prêt d'honneur. Ça veut dire qu'il est 100% garanti par le financeur. C'est-à-dire que ce prêt-là, si pour X ou Y raison, vous avez des difficultés à rembourser le prêt, je vous le souhaite pas parce que ça veut dire que l'entreprise ne va pas bien, mais si vous avez besoin, en fait, ce prêt-là, il sera 100% remboursé par le prêteur, donc par les institutions que je montrerai après. Tac. Et du coup, les conditions de ce prêt, donc c'est remboursable sur l'honneur, c'est ça le fameux 100% de garantie, c'est que vous vous engagez sur votre honneur à pouvoir le rembourser, mais si jamais vous ne pouvez pas le rembourser, il sera pris en charge. C'est pas comme un prêt à la banque plus classique. Enfin, la condition surtout sine qua non, c'est soit d'habiter en quartier, soit d'avoir son entreprise ou sa future entreprise qui sera immatriculée en quartier ou en borne 300, la fameuse couronne des 300 mètres dont je parlais tout à l'heure. Et puis une autre condition, c'est d'être accompagné par un des opérateurs désignés par la région. Donc je montrerai juste après qui est-ce que ça concerne. Mais grosso modo, ça veut dire que déjà, bah, vous pouvez pas aller dans une banque classique pour aller les demander parce que c'est pas les banques classiques qui les font. Et surtout, il faut avoir un dossier béton, il faut un business plan qui a été validé par un des financeurs. Donc ça, évidemment, ça peut être des choses vers lesquelles nous on vous accompagne. Donc soit moi avec le Cité Lab, soit Pépite aussi, puisque de toute façon, vous allez voir les financeurs qui vont accompagner sur ces prêts d'honneur, vous les croiserez sans doute à Pépite ou sans doute dans d'autres instances d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc dans tous les cas, on pourra vous mettre en contact, mais vous ne pouvez pas aller chercher un prêt d'honneur comme ça en banque classique, ils ne les dispensent pas. Et puis enfin, comme je disais, il faut avoir, c'est un cofinancement, le prêt d'honneur. On ne peut pas juste avoir un prêt d'honneur. Il faut un prêt bancaire ou un assimilé prêt bancaire d'une montant de 50% du prêt d'honneur quartier et d'une durée de remboursement au moins équivalente. Donc ça fait un ensemble de règles que de toute façon le financeur vous accompagne à vérifier. Mais je vous montrerai aussi un exemple concret juste après. À quoi ça peut servir un prêt d'honneur quartier? Bah, beaucoup de choses. Ça va pouvoir financer des besoins immatériels, type site web, dépôt de marque, etc. Des besoins matériels, type achat de matériel, du petit stock, de l'informatique, parfois même des travaux d'aménagement de lieux. Alors ça va être très spécifique et c'est plutôt sur commission, mais ça peut arriver. Et puis enfin, parfois ça peut servir d'apport personnel exigé par la banque, parce que vous le savez sans doute, quand vous allez faire un prêt à la banque, la banque vous demande souvent une garantie ou un apport, et ben le prêt d'honneur peut servir d'apport. Donc c'est-à-dire que à la fois vous avez besoin d'un prêt bancaire pour valider le prêt d'honneur, mais en même temps, le prêt d'honneur peut vous servir de garantie et d'apport pour le prêt classique. Donc tout ça, c'est des choses, c'est pour ça que je vous disais que de toute façon, on est forcément accompagné pour ce type de financement. Et puis parfois, ça peut aussi servir au rachat d'une petite entreprise ou d'un fonds de commerce. Donc là aussi, il faut vérifier cette faisabilité. C'est plutôt sur dossier, mais ça peut arriver.
Globalement, ce que ne couvre pas le prêt, et c'est là où c'est le plus important, c'est les dettes personnelles ou les anciennes dettes d'une entreprise, le remboursement d'un autre prêt ou l'achat d'un véhicule personnel. Ça veut dire aussi que l'achat d'un véhicule professionnel peut rentrer dans un prêt d'honneur quartier. Alors, Corinne demande s'il y a des cités labs en Île-de-France. Oui, en fait, il y a des cités labs sur l'entièreté du territoire France métropolitaine et France outre-mer. Donc, il y a forcément des cités labs en Île-de-France. Donc, si jamais vous avez une question par rapport à ça ou que vous savez, enfin, juste déjà que vous avez votre département, vous pourrez aussi me faire un mail et je vous mettrai en contact avec mes collègues d'Île-de-France. Donc, un exemple concret d'un prêt d'honneur quartier. Imaginons que vous ayez tablé que vous avez besoin de 10 000 € pour l'entièreté du projet. C'est-à-dire que vous avez chiffré ça, vous avez fait votre prévis comptable, etc. Il vous faut 10 000 € au lancement à aller chercher en financement. Du coup, il vous faut, pardon, aller chercher 10 000 € de financement. Pour respecter la fameuse règle des 66% du besoin, ça veut dire que le prêt d'honneur quartier ne pourra couvrir que 66% de 10 000 €, ce qui fait 6 600 €. Ok? Donc ça veut dire que c'est la somme maximale que vous pourrez aller chercher en prêt d'honneur quartier. Et donc, ça veut dire qu'il reste 3 400 € à financer. Et ça, il faudra aller le chercher en cofinancement. Donc, au cofinancement, ça veut dire en banque classique ou en assimilé banque. Ça va être les financeurs. Dans les financeurs que je vous présenterai juste après, il y en a qui proposent des solutions de financement. Donc ça peut être directement par eux que ça se passe. Le cofinancement, c'est pour ça qu'on parle d'assimilé bancaire. Et puis la deuxième règle, c'est de respecter la consigne de cofinancement à au moins 50% du prêt. Ça veut dire que pour respecter ça, il faut que le montant emprunté en banque classique doit être supérieur à 50% du prêt d'honneur quartier. Donc ici, 4 300 € à aller, 3 400 € pardon, à aller chercher en banque classique, c'est bien supérieur aux 3 300 €, soit la moitié du prêt d'honneur que vous emprunteriez. Globalement, ces règles-là, elles sont assez simples une fois qu'elles sont établies. On vérifie, c'est assez facile à vérifier. Et vous avez de toute façon un calculateur que vous avez ici, donc vous pourrez aller vérifier aussi qu'est-ce que peut couvrir votre prêt d'honneur. Ok, je vois pas de choses dans le... Je suis désolée, je reviens, ma porte vient de s'ouvrir. Hop. Donc, je vois pas de questions dans le chat, donc je continue. Les opérateurs de ces financements vont être l'ADI, Réseau Entreprendre, France Active et Réseau Initiative. Sûrement que vous avez peut-être déjà entendu parler au moins de l'un d'eux. Je pense, Pépite travaille souvent avec France Active, donc je pense surtout à France Active. Mais grosso modo, vous avez ces quatre financeurs qui vont pouvoir déployer le prêt d'honneur. L'ADI, ça va être plutôt pour les personnes dites non bancables, c'est-à-dire les personnes souvent... le cas le plus classique des personnes non bancables, c'est les personnes qui sont fichées Banque de France. L'ADI peut financer les personnes fichées Banque de France, mais ça va être grosso modo quand vous avez des grosses difficultés financières, des grosses problématiques financières, et où les banques classiques ne vous accompagnent pas du tout, ne souhaitent pas du tout, enfin ne peuvent pas vous accompagner et ou ne le souhaitent pas, on peut solliciter l'ADI. Réseau entreprendre, ça va être plutôt si vous souhaitez développer un projet qui a de l'embauche. Alors, j'ai appris vendredi, donc j'avais pas pu changer mon diapo. J'ai appris vendredi que les règles chez Réseau entreprendre avaient un petit peu évolué. Maintenant, c'est 3 à 5 recrutements sur les 5 premières années de vie de l'entreprise. Donc, ça veut dire que vous avez un projet où dès le départ, vous savez que vous allez avoir du recrutement rapide, c'est-à-dire dans les 5 premières années de vie de l'entreprise. Et dans ces cas-là, Réseau entreprendre peut vous accompagner sur un prêt d'honneur. Ensuite, on a France Active qui va plutôt accompagner dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Pas que, mais principalement pour ça, puisque c'est pour ça qu'ils sont connus et c'est ça qu'ils accompagnent en particulier. Et puis enfin, le réseau initiative qui va avoir des conditions classiques. Ils n'ont pas forcément de barrière à l'entrée, entre guillemets. Donc, si vous ne rentrez pas dans une des trois autres cases, le plus simple, ce sera souvent initiative. Comme c'est indiqué, les logos sont cliquables, donc ça vous ramènera vers les financeurs en question et notamment les contacts. Mais ça aussi, comme je vous disais, on les connaît, Pépite les connaît aussi, donc si vous avez besoin de rencontrer ou de discuter avec ces opérateurs, n'hésitez pas à les solliciter. Si jamais vous n'habitez pas en quartier prioritaire,
Il existe, enfin en QPV, donc en quartier prioritaire politique de la ville, il existe d'autres types de prêts d'honneur. Et donc je vais y revenir hop, tout de suite. Il y a d'abord le prêt d'honneur solidaire. C'est aussi un prêt à taux zéro. C'est sans garantie personnelle et sans caution. C'est 1 à 5 ans de remboursement avec un différé max de 18 mois. Et c'est entre 1 000 et 8 000 euros d'emprunt. Donc c'est un petit peu plus faible que le prêt d'honneur quartier. Mais pour le coup, les conditions principales sont un petit peu étendues. On va avoir les bénéficiaires ARE, donc c'est ceux qui perçoivent des allocations chômage. Les ASP, ASP c'est allocation de sécurisation professionnelle. Les chômages longue durée. Les personnes bénéficiaires du RSA ou de l'ASS. L'ASS, c'est l'allocation de solidarité spécifique. Les jeunes de moins de 29 ans, c'est là où, pardon, pour les étudiants pépites, ça peut être intéressant parce que vous êtes potentiellement assez jeune. Donc, jeunes moins de 29 ans, ça rentre aussi comme critère. Les contrats CAP, je sais pas. Alors, si vous avez suivi correctement les webinaires et tous les webinaires, ma collègue de la couveuse Incubatest 37 a fait un webinaire la semaine dernière et je crois que c'était la semaine dernière. Et donc, elle a parlé des contrats CAP. C'est les contrats pour les, enfin, alors c'est contrat d'appui au projet d'entreprise, c'est les couveuses en gros. Enfin, il y a les QPV aussi. Les bénéficiaires préparent ces prestations partagées d'éducation à l'enfant. Et enfin, les salariés ou licenciés d'une entreprise en redressement. Alors ça aussi, c'est des conditions un petit peu particulières. Il faut que ce soit de la sauvegarde de justice, du redressement ou de la liquidation judiciaire, pardon. Donc c'est un cas un petit peu spécifique. Mais grosso modo, si vous avez une de ces conditions-là, alors vous êtes éligible au prêt d'honneur solidaire. Et ce prêt d'honneur solidaire, il va être dispensé par l'ADI, par Réseau Initiative et par France Active. Donc on retrouve les mêmes que celui juste avant, les mêmes financeurs que celui juste avant, mais il n'y aura pas Réseau Entreprendre pour celui-ci. Et puis, vous avez un autre prêt d'honneur qui est le prêt d'honneur création reprise. Pour le coup, c'est aussi un taux zéro, c'est sans garantie personnelle, sans caution. 1 à 7 ans de remboursement avec un différé max de 18 mois. Et c'est surtout que celui-ci, il peut aller jusqu'à 80 000 euros. Donc c'est assez énorme. C'est forcément pour des projets un peu plus conséquents, entre guillemets. Et les conditions principales d'accès à celui-ci, c'est d'avoir un autre prêt d'honneur. Donc c'est quand un prêt d'honneur classique va pas vous suffire, enfin que les deux autres prêts d'honneur ne suffisent pas à couvrir votre besoin parce que vous avez vraiment un gros besoin. Dans ces cas-là, on peut aller chercher ce prêt d'honneur-là. Et il y a certains secteurs qui sont écartés, type l'export et l'immobilier. C'est assez classique. Je crois d'ailleurs qu'il y a aussi l'agriculture qui est exclue parce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour l'agriculture. Et puis enfin, pour celui-ci, une des conditions, ça va être d'avoir une assurance décès et une garantie PTIA. PTIA, c'est perte totale et irréversible d'autonomie. Mais en gros, c'est des choses, souvent, ça fait partie de toute façon d'un prêt classique. L'assurance décès et la garantie PTIA. Donc, bon, voilà, ça, c'est pas forcément le truc sur lequel il faut que vous vous focussiez. Euh, je vais y revenir, Émilie. Euh, Juste pour finir sur le prêt d'honneur création reprise, là pour le coup, les financeurs, ce seront Réseau Initiative et Réseau Entreprendre uniquement. Donc ça veut dire que là, par exemple, pour celui-ci, vous ne pourrez pas aller demander à l'ADI de financer. De toute façon, l'ADI finance, je crois, jusqu'à 22 000 euros max. Donc c'est pas, enfin, ce sera de toute façon pas l'ADI qui financera ce prêt d'honneur, qui déploiera ce prêt d'honneur. Et là aussi, du coup, vous avez les infos qui sont cliquables. Du coup, Émilie, si on rentre dans les conditions, on obtient nécessairement le prêt où il y a une sélection. Alors, il n'y a pas de sélection en soi. Par contre, dans tous les cas, il faut prendre rendez-vous avec les financeurs et il faut monter le dossier de financement avec eux. Donc, soit le dossier de financement, il existe déjà parce que vous l'avez fait, par exemple, avec Pépite, vous l'avez fait avec BGE ou que sais-je. Et donc, ils vont récupérer ce dossier-là, le vérifier le business plan avec vous et surtout trouver les solutions. Parce que c'est pas parce que vous êtes éligible à un prêt d'honneur quartier que c'est forcément celui-ci qu'on va aller chercher. Peut-être que pour une raison ou une autre, ça vaudra plus le coup d'aller chercher un prêt d'honneur solidaire. Donc en fait, le financeur, il va voir avec vous à quelle catégorie vous appartenez, enfin quelles sont les cases que vous cochez et il va vérifier avec vous avant de vous proposer des solutions de financement. Par contre, c'est important et c'est nécessaire de rappeler que c'est pour ça que vous allez les voir, de leur dire, bah voilà, j'ai eu des informations sur Prêt d'honneur quartier ou sur Prêt d'honneur solidaire. J'ai cru comprendre que vous le faisiez. Est-ce qu'on peut vérifier, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour en discuter et voir si je suis bien éligible et sous quelles conditions? Alors, ces prêts d'honneur sont-ils attribués à la personne ou à l'entreprise?
Alors, les prêts, donc tous les prêts d'honneur, ce sera à titre individuel, donc c'est bien à vous en tant qu'individu qu'ils vont être donnés. Par contre, ils sont sans garantie personnelle et sans caution. Toc, ça veut dire qu'il n'y a pas de garantie. Ça veut dire qu'ils sont 100% garantis. Demain, vous pouvez pas le rembourser. Ben, enfin, alors, quand je dis vous pouvez pas le rembourser, c'est parce que ça ne va pas en fait. Et que vous vraiment vous êtes financièrement dans des grosses problématiques pour l'entreprise. Ben, dans ces cas-là, le prêt d'honneur en fait va entre guillemets s'effacer parce qu'il sera remboursé par le financeur qui vous aura prêté l'argent. Par contre, ça veut aussi dire que le prêt classique que vous avez pris en cofinancement, lui, vous serez tenu et assujetti aux garanties que vous avez souscrites pour celui-ci. Donc, il faut quand même avoir, et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que les prêts d'honneur, ils sont associés à des prêts classiques. C'est que, du coup, en fait, la garantie, entre guillemets, de remboursement, vous l'avez sur le prêt classique. C'est juste que ça permet plus facilement d'accéder au financement. L'idée, c'est justement de pas avoir à déployer cette garantie parce que c'est que ça va vraiment pas bien pour vous. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, OK, c'est plus simple d'accéder au financement quand même avec ce genre de prêt puisque ça va servir de levier pour les banques classiques. Voilà, si jamais c'est pas clair, je peux revenir sur des petits points. Ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement les prêts d'honneur, donc prêts d'honneur quartier, prêts d'honneur solidaire, etc. C'est des prêts personnels sans garantie, donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont sur l'honneur. C'est des taux zéro, c'est des compléments de financement, c'est-à-dire que vous êtes quand même obligé d'avoir souvent un prêt bancaire ou un assimilé prêt bancaire qui va aller avec. Il faut un dossier béton, donc souvent c'est un business plan qui a été monté avec des accompagnants de l'entrepreneuriat. Alors si je dis ça, c'est que les financeurs parfois peuvent vous être la structure qui vous accompagne sur votre business plan. C'est pas toujours le cas. Nous, je sais que chez BGE, par exemple, comme c'est notre cœur de métier, on accompagne des personnes qui montent leur dossier avec nous et qui après, bah, on fait la bascule avec le financeur derrière qui va récupérer le dossier et juste checker que tout va bien et puis vérifier le plan de financement et la partie financière justement pour incorporer les éventuels prêts d'honneur. Et puis enfin, bah, comme je disais, il faut être accompagné par un opérateur, donc par l'opérateur qui va vous financer. Typiquement, bah, vous pouvez pas faire votre dossier avec l'ADI et puis aller derrière chercher le prêt d'honneur avec France Active. Parce que de toute façon, enfin, tous les financeurs et globalement tout l'écosystème de l'entrepreneuriat, on se connaît. Et en fait, si on vous guide vers l'un ou vers l'autre, c'est parce que c'est plus logique, ou en tout cas, ça colle mieux au cadre soit de votre projet, soit de certains critères. Donc voilà, après vous pouvez bien sûr, comme toujours, et je vous le conseille, aller prendre des informations partout et faire votre choix après. Mais voilà, n'hésitez pas justement aller discuter avec les financeurs dans ce genre de cas. Il y a les financeurs, on peut les croiser souvent. Il y a Objectif Entreprendre la semaine prochaine pour ceux qui sont Tourangeau et Tourangelle. Il y a Objectif Entreprendre la semaine prochaine. Il faut y aller, faut en profiter. Ou c'est cette semaine? J'ai un doute. Bref. Mais vous avez le salon Objectif Entreprendre, vous avez les financeurs qui sont sur le salon, donc profitez-en pour aller les voir. Ok, on va faire le tour des autres avantages quartier, puisqu'il y en a d'autres. La première chose, c'est French Tech Tremplin. Pour celles et ceux qui auraient un projet dans la tech ou dans l'innovation, French Tech Tremplin, c'est un programme national qui est en deux phases, une préparation puis une incubation. Ça accompagne donc, comme je disais, plutôt les projets tech innovation. Ça soutient en gros les entreprises avec un modèle de start-up pour les QPV et pour les ZRR. Donc là, pour le coup, ça implique ça. Enfin oui, ça implique aussi les personnes qui auraient un projet et qui habitent en ruralité, les fameuses zones de revitalisation rurale dont je parlais tout à l'heure. Et donc, French Tech Tremplin, c'est une solution de financement enfin, un soutien financier jusqu'à 22 900 euros, plus des subventions qui peuvent aller à 90 000 euros. C'est ce qu'on appelle la bourse French Tech Émergence. Alors ça, il faut être un petit peu au fait des calendriers. Il y a une session par an. Donc là, par exemple, pour cette année, c'est fichu, mais rien ne vous empêche de commencer à travailler votre dossier pour l'année prochaine. De toute façon, les conditions pour French Tech Tremplin, c'est d'être soit bénéficiaire RSA ou AH, soit pupille de l'État, soit habitant quartier prioritaire politique de la ville, soit, alors je me suis trompée, c'est pas Z2E, c'est ZRR, soit QVA, étudiante échelon 5 à 7, et personnes placées sous protection de l'État, donc les réfugiés OFPRA, protection temporaire, protection subsidiaire.
Ce qui est important à retenir avec French Tech Tremplin, c'est que du coup, c'est la CCI qui vous accompagne en tout cas sur l'Indre-et-Loire. Je pense que c'est le cas sur toute la région, mais dans le doute, il faudra revérifier si jamais ça vous concerne. Ça va être donc plutôt la CCI. Et il propose même une prépa vraiment de 2 mois, je crois, pour préparer l'entrée dans le programme, parce que l'entrée est payante, c'est 3 000 € pour rentrer dans le projet. Et surtout, il faut que l'entreprise, elle soit déjà créée. C'est pour ça que c'est un incubateur, c'est pas une couveuse, c'est un incubateur, c'est pas tout à fait pareil. Et pour le coup, ils sont assez regardants sur le type de dossier, donc il faut vraiment avoir un projet tech et innovation avec un très fort impact d'innovation. Donc ça, c'est des choses, on peut aussi en rediscuter. J'avais travaillé avec la CCI sur quelques dossiers, donc on pourra en reparler. Mais sinon, je pense que vous croiserez à un moment donné chez Pépite Lazare Torel, qui travaille à la CCI et qui donc connaît bien French Tech Tremplin. Donc faut pas hésiter à aller lui demander aussi directement, il connaît très bien le sujet. Un autre dispositif qui fait toujours partie de Entrepreneuriat Quartier 2030, c'est la Fast Track to Cash. C'est une cellule d'experts qui va nous permettre, à nous, opérateurs du programme, de venir solliciter en fait quand il y a des projets qui nécessitent du financement et où on n'arrive pas à trouver des financements par les biais classiques. C'est-à-dire que les opérateurs classiques financent pas, où on a des difficultés d'accès au financement particulières. Et ben en fait, eux, ils sont des experts. Donc c'est une cellule, ils sont une dizaine à Paris. Et en fait, ils travaillent les dossiers. Donc c'est-à-dire qu'ils vont revoir avec vous et leur travail, c'est d'aller chercher du financement et ils sont assez efficaces pour ça. Donc voilà, c'est un peu notre dernier recours quand il y a pas d'autre solution, mais qu'on a besoin de financement. En fait, on les sollicite eux et c'est eux qui trouvent les solutions de financement. Et puis, d'autres avantages maintenant qui vont concerner plutôt vos impôts ou futurs impôts. Alors là, pour le coup, on oublie la fameuse borne 300 dont j'ai parlé et qui est active pour tout ce que je viens de présenter jusque-là. Ce n'est plus le cas à partir d'ici. Quand vous habitez en quartier prioritaire, enfin quand votre entreprise, pardon, est immatriculée en quartier prioritaire, vous avez une exonération des cotisations foncières des entreprises. C'est la CFE. Alors ça, c'est une obligation même pour les micro-entreprises. C'est un impôt. Et donc, à partir du moment où vous créez un établissement ou une extension d'établissement existant en quartier prioritaire, que vous êtes une PME avec un chiffre d'affaires de moins de 50 millions par an et de moins de 150 employés, ce qui, je pense, serait le cas pour la plupart d'entre vous si vous avez déjà une entreprise, et ben vous avez le droit à une exonération totale pendant 5 ans de cette cotisation et après 60% sur l'année 6, 40% sur l'année 7, 20% sur l'année 8 et c'est seulement à l'année 9 que vous revenez à 100% de paiement de la CFE. Et ça, c'est hyper important parce que sur les premières années de vie de l'entreprise, bah, ça veut dire faut y aller, quoi. C'est pour chiffrer, pour faire du chiffre et tout, il faut aller chercher le plus possible ce type d'exonération. Surtout que du coup, ça vous ouvre des droits pendant quasiment une dizaine d'années, ce qui est assez énorme. Et surtout, une fois qu'on est exonéré, si ça c'est validé, alors attention, ça ne se fait pas forcément automatiquement. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à contacter les impôts si vous êtes immatriculé en quartier, parce que ça ne se fera pas de façon automatique. Là, il y a des cas, en tout cas, on sait qu'il y a des cas pour lesquels ça n'avait pas été fait et où il faut faire la demande. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des impôts si jamais vous êtes en quartier ou que si votre entreprise est en quartier, il faudra bien y penser. Et surtout, du coup, quand on a une exonération de la CFE, on peut aussi ouvrir le droit à des exonérations de cotisation à la valeur ajoutée des entreprises. Alors ça, pour le coup, c'est une autre cotisation, donc, pardon, c'est une autre, ah zut, c'est une autre cotisation, donc il faudra y penser. C'est si jamais vous êtes éligible à l'exonération CFE, alors il faudra vérifier pour la cotisation sur les valeurs ajoutées. Et puis aussi, vous êtes exonéré de taxes foncières sur les propriétés bâties. Alors ça, ce sera plutôt pour les propriétaires, mais ça peut être intéressant en fait si vous cherchez à acquérir un local. Parfois, ça peut valoir le coup de réfléchir, plutôt que d'être locataire, à acheter un local. Alors, je sais que pour certaines, c'est loin cette histoire d'achat, mais en fait, ce sont des investissements et ça peut être des investissements très intéressants. Donc, ça peut être là aussi un coup intéressant à jouer. Il me semble qu'il y a des choses similaires du coup pour les ZRR, donc pour la ruralité. Il y a des zones comme ça où vous avez des exonérations de taxes foncières si vous vous y installez.
C'est une exonération de 5 ans. C'est pour les entreprises qui possèdent un immeuble en QPV. Alors, immeuble, c'est à partir du moment où vous avez un local, en fait. Et enfin, il faut avoir, du coup, entre 11 enfin, soit moins de 11 employés, pardon, soit moins de 50 employés. En fait, il y a des catégories spécifiques et des choses qui sont un petit peu différentes en fonction de ce 11 ou 50 employés. Mais ça aussi, c'est plutôt à voir avec les impôts. Et du coup, j'en profite pour vous dire, les impôts, n'hésitez pas à les contacter et à leur demander des infos. C'est comme l'URSSAF. Je sais que c'est un peu difficile d'avoir un discours positif sur l'URSSAF, mais en fait, que ce soit l'URSSAF ou les impôts, ils ont un droit d'information, un devoir, pardon, d'information envers vous. Donc, n'hésitez pas à les solliciter quand vous avez des questions. Souvent, c'est eux qui vont avoir des réponses et des réponses assez précises, en fait. Je ne sais pas si c'est bon pour vous. Je regarde s'il y a... Alors, ces prêts d'honneur sont-ils attribués? Est-ce que l'autofinancement peut éviter de prendre un prêt en complément? Alors non, pour le coup, le financement, enfin l'autofi, l'apport perso ne va pas compter comme comme un assimilé prêt bancaire. Il faut vraiment un prêt bancaire. Par contre, dans l'enveloppe globale, en fait, ça peut être intéressant peut-être de garder cet apport pour autre chose. Typiquement, l'apport, si c'est possible, de le conserver plutôt pour autre chose, comme matelas de sécurité, enfin voilà, ça peut être intéressant plutôt d'investir cet argent autrement et du coup prendre un prêt pour ce qui reste à prendre, parce que de toute façon, c'est une obligation pour le prêt d'honneur. Je sais pas si c'est très clair, Corinne, n'hésitez pas à me repréciser dans le chat ou même à ouvrir votre micro. Ok, ça marche. Du coup, je vous présente, j'en profite aussi du coup pour vous montrer les outils BPI qui existent. Alors, vous avez une appli. Alors, c'est pas vraiment une appli en fait, c'est un site internet. Mais peu importe, ils appellent ça l'appli financement. C'est un site internet qui vous permet de remplir un certain nombre de questions et d'avoir du coup les solutions disponibles, les solutions de financement disponibles sur votre territoire. Surtout quand vous remplissez le questionnaire, mettez que votre entreprise elle existe déjà, même si c'est pas encore le cas. Parce que sinon, de toute façon, les solutions de financement sont proposées plutôt aux entreprises déjà créées. Et c'est un biais, enfin, c'est assez logique, en fait. On vous demandera souvent de vous immatriculer à peu près en même temps que la récupération des fonds. Donc, de toute façon, c'est pour ça que l'outil vous demande si vous êtes immatriculé depuis moins d'un an ou depuis plus d'un an, je crois. Donc, n'hésitez pas à mettre moins d'un an, même si vous n'êtes pas encore immatriculé. Ça vous donnera les solutions de financement qui existeront quand vous serez créé. Voilà, vous répondez aux questions, elle vous dit comment vous pouvez être financé et surtout elle vous envoie aussi, il me semble, vers les financeurs en question, donc vers ceux qui vont pouvoir vous financer sur le projet. Et puis enfin, un outil qui est vraiment intéressant, d'ailleurs plus souvent quand on est à l'aise avec le numérique, ça va être le Passcrea. Je ne sais pas si certaines en ont déjà ouvert. C'est un outil numérique pour faire son BP. Son business plan avec BPI. C'est un dispositif gratuit et vraiment dessus en fait donc vous avez à la fois tout ce qu'il faut enfin ça vous permet en fait de monter votre business plan et à la fin vous pouvez récupérer votre business plan en PDF. Mais ça vous permet aussi d'avoir un coffre-fort numérique sur lequel vous pouvez déposer du coup des documents, vos documents URSSAF, etc. Vous avez aussi une roadmap, vous avez aussi énormément de ressources pour pour poser des questions. Globalement, ça aussi c'est un petit conseil. Si vous avez des questions ou des choses que vous avez besoin de préciser, déjà n'hésitez pas à aller voir Pépite. Souvent, les filles ou les garçons, parce que sur le territoire il y a aussi des garçons. En tout cas, les personnes chez Pépite pourront sûrement répondre à vos questions. Mais sinon, un autre bon réflexe, c'est d'aller regarder sur Internet et de rajouter BPI à votre question. Parce que BPI, du coup, c'est la première banque qui finance les entreprises en France. Enfin, c'est la banque qui finance quasiment toutes les entreprises. Et donc, c'est leur cœur de métier, c'est de connaître l'entrepreneuriat. Donc, souvent, en fait, quand vous avez besoin de quelque chose en lien avec votre entreprise ou votre projet, vous tapez votre question et vous tapez BPI. Et j'en profite aussi pour dire attention aux informations qui vont être disponibles sur les IA. Parce que c'est pas toujours super fiable. Il peut y avoir plein de petites coquilles. Donc faites attention aux informations. N'hésitez pas à aller chercher des informations plus fiables auprès du coup des professionnels de l'entrepreneuriat. Ah bah oui, bah voilà. Vous avez, pardon, le projet, vous avez des formations disponibles
en numérique, il me semble, le business plan qui est disponible, votre pitch deck, votre parcours que vous pouvez du coup transmettre aux personnes qui vous accompagnent dans votre projet, vos actualités et puis votre coffre-fort numérique. Pour finir, du coup, le fait d'habiter en quartier prioritaire ou de souhaiter y mettre son entreprise, eh ben, ça vous permet d'avoir accès à des programmes d'accompagnement qui sont dédiés. J'en ai parlé vite fait, moi c'est ce que je fais. Du coup, j'accompagne l'entrepreneuriat des personnes qui habitent en quartier prioritaire, plutôt sur le début et plutôt en individuel ou alors sur des ateliers comme aujourd'hui. Mais il y a aussi une armada de choses et vous avez notamment des formations de 6 mois pour monter votre projet. Et ça va être particulièrement intéressant parce que le seul critère qu'on regarde, c'est si vous habitez en quartier ou pas, ou dans cette fameuse borne 300, ou si vous avez le souhait d'y implanter votre entreprise. Et ça peut être intéressant parce que certaines personnes, alors ça vous concernera pas forcément trop, mais par exemple pour les personnes de la fonction publique, il y a assez peu de dispositifs pour monter sa boîte, en tout cas de dispositifs qui sont pris en charge. Et nous, bah, chez nous, comme on regarde vraiment que le fait d'habiter en quartier, bah souvent ça peut passer si jamais c'est votre cas. Et là aussi, j'en profite, si vous avez des questions, c'est pas impossible d'être à la fois accompagné par Pépite et puis de venir solliciter des informations sur Entrepreneuriat Quartier de 2030. Donc n'hésitez pas à redemander à vos référents, référentes chez Pépite si on peut rediscuter de points quartier, enfin des questions liées au quartier, ou à venir directement m'en parler à moi. Il n'y a pas de souci, on se connaît bien avec Pépite. J'ai moi-même été chez Pépite. Donc voilà, n'hésitez pas, on travaille avec tout l'écosystème. Donc bah, ça peut être intéressant d'avoir parfois plusieurs échos ou plusieurs informations parce qu'on peut être complémentaires. Et donc vous avez aussi des subventions parfois, des outils et puis du financement. Donc faut pas hésiter à vraiment prendre en compte cette question du quartier prioritaire. L'idée c'est pas pour celles et ceux qui réfléchiraient à s'installer en quartier. L'idée c'est pas de faire de la gentrification. L'idée c'est vraiment de plutôt favoriser le développement économique des quartiers. On sait qu'il y a besoin dans les quartiers d'épiceries ou de petits commerces de proximité, tels qu'on peut le voir dans d'autres endroits de la ville, et que ce sont des endroits qui sont parfois boudés pour pas grand-chose. Je sais pas si certaines connaissent le Sanitas à Tours, c'est le quartier le plus connu de Tours, ou Rabière pour jouer les tours. C'est des quartiers qui ont souvent mauvaise presse pour pas forcément très bonne raison. Donc voilà, ça peut être intéressant, il y a plein de choses intéressantes, il y a un écosystème qui est très fort en plus dans les quartiers, donc parfois c'est vraiment une bonne idée pour votre projet de pouvoir vous y installer. Donc voilà. Tout. Je vous mets juste, hop, touc. Je vous remercie pour votre attention. Ce que je vous propose, c'est d'échanger pour les quelques minutes qui nous restent pour celles et ceux qui le souhaitent. Il y a le chat, mais il y a aussi enfin, vous pouvez ouvrir vos micros. Et puis du coup, je vous laisse afficher le QR code de satisfaction. C'est Pépite, du coup, qui m'a demandé, j'espère que ça renverra bien vers le QR, enfin, vers le questionnaire de satisfaction, pardon, pour, euh, pour ce webinaire. Je vous mets mon adresse mail dans le chat et puis bah, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marie. C'était très intéressant et très enrichissant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour, toujours Corinne, j'ai une question. Il se trouve que l'année dernière, j'ai accompagné une association employeuse, donc théoriquement une entreprise basée en QPV, et qui s'est vu refuser sur cette structure-là le French Tech Tremplin, donc dans le Fast Cash to Cash, pardon. Ouais. Est-ce qu'il y a des critères particuliers ou c'est juste le fait d'être une entreprise en QPV qui fait que nous, le correspondant nous a dit on n'a pas récriminé, on en a trouvé d'autres solutions, mais est-ce qu'il y a théoriquement une asso employeur est une entreprise par définition européenne. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres critères Alors, pour Fast Track to Cash ou pour French Tech Tremplin?
parce que c'est Fast Track, Fast Track, en premier, et peut-être pour d'autres, est-ce qu'il y a des types d'entreprises qui ne sont pas accompagnées à ta alors connaissance? à ma connaissance, non. Souvent, par contre, c'est vrai que Fast Track, ça va être si on est déjà accompagné par des opérateurs entrepreneuriat quartier 2030. D'accord. Ok. C'est-à-dire que comme c'est une entité du programme, pour les solliciter, ça marchera souvent mieux si ça passe par un opérateur entrepreneuriat quartier. Donc si c'est quelqu'un qui était inscrit à la French Tech, bah, ça va passer par la structure accueillante de la French Tech Tremplin. Donc là par exemple, si c'était sur le 37, ça va être la CCI. Euh, Sinon, ça va être bah, par le Cité Lab, par exemple, ou par le bus de l'entrepreneuriat, ou par que sais-je, qui font par exemple les parcours renforcés ou les accélérateurs. Mais pour moi, il n'y a pas de critères excluants. Mais je pourrais redemander, je peux vous faire un mail si vous voulez avec la réponse. Bah, ça serait intéressant parce que c'est pour les assos en QPV non négligeables. Bah oui, oui, complètement. C'était une association oui, employeuse vous m'avez dit. Employeuse avec 15 salariés quand même. Donc pas une toute Ouais, petite asso. Voilà. Donc bien connue dans le quartier, subventionnée par à la fois la région, le- ok, bon, c'est sur Paris, hein, mais bon, vraiment, on a été ok. très étonnés. Le PIE nous a aidés, mais elle n'était pas aidée par les structures QPV classiques, on va dire. Alors c'est peut-être oui, c'est peut-être pour ça. Je sais pas comment il fonctionne en Île-de-France parce que c'est un territoire très très riche. Donc il y a beaucoup de structures en plus, il me semble. Un peu enfin je connais mieux celle de Marseille mais ça si déjà Marseille c'est compliqué, je pense que l'Île-de-France c'est encore pire Ok. en termes de structure, enfin en termes de nombre de structures qui qui peuvent accompagner. Après bah, dans ces cas-là, n'hésitez pas à me faire un mail en Mhm. me réexpliquant peut-être la situation. Et puis moi, je peux transmettre à ma collègue de Fast Track pour Ok. qu'elle puisse reprendre éventuellement contact avec vous. Non, maintenant c'est bon, il n'y a plus besoin, il n'y a pas Ah d'urgence. ok. Mais c'était il y a un an, donc au moment où tout le monde avait des problèmes de trésorerie dans les assos, ça aurait Ouais, bien été. Il a fallu faire d'autres démarches qui ont marché, mais c'est ouais. compliqué. Ok. D'ailleurs, j'en profite par rapport à ça. Alors, c'est pas spécifique au quartier prioritaire politique de la ville et ça va dépendre aussi des départements. Mais il existe aussi ce qu'on appelle des fonds de revitalisation, qui sont du coup des enveloppes qui vont être remplies par des entreprises assujetties. Enfin bon, c'est un truc un peu, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est des fonds en fait qui sont disponibles, qui vont être distribués notamment par l'État et par les entreprises assujetties qui va permettre justement de financer des programmes et ou des emplois. Et notamment, je sais que tout ce qui va être association et d'autant plus en quartier prioritaire peuvent aller chercher des fonds de revitalisation. C'est une enveloppe qui est souvent oubliée alors qu'elle est très abondante. Nous, par exemple, dans le 37, la dernière enveloppe de fonds de revitalisation, elle était de 2 millions. Donc parfois, ça peut valoir le coup aussi de chercher des informations. Par contre, c'est départemental et donc c'est la DETS qui s'occupe de ça. Et c'est en lien avec les projets en rue ou pas du tout? Alors pas que, mais en gros, il faut avoir enfin, il faut que le projet il ait un impact social assez fort et ou qu'il ait un lien direct ou indirect avec la création d'emplois. Typiquement, si c'est une action qui favorise le retour à l'emploi des personnes, ça peut rentrer dans ce cadre-là. L'emploi direct, bah, c'est en cas de création d'emploi. Et sinon, à partir du moment où ça valorise, enfin, où ça participe à l'économie des QPV, ça peut aussi rentrer en compte. Donc potentiellement pour le projet là dont vous me parlez, enfin pour l'association, ça se trouve ça pourrait rentrer. Alors après je sais pas sur l'Île-de-France, ça va dépendre beaucoup aussi du département du coup. Ouais. Donc ça Ok. dépend de quel département, mais parfois ça vaut le coup d'aller chercher ces Allez, fonds-là. super. Et pour les deuxièmes prêts d'honneur dont tu parlais tout à l'heure, création ou reprise, Ouais. c'est France entière, j'imagine, où il y a Parce que j'en ai jamais vu. Alors Ouais, donc merci beaucoup. c'est fort possible qu'il ne s'appelle pas comme ça. D'accord.
On sait par exemple, enfin moi je sais que l'ADI a changé le nom du prêt d'honneur quartier. Enfin eux chez eux ils l'appellent pas comme ça du coup parce qu'ils l'ont logoté avec les noms plutôt ADI. Donc ça se trouve il existe mais sous un autre terme. Ça c'est les termes génériques qui sont proposés par BPI. Enfin en tout cas pour le prêt d'honneur quartier par exemple. Donc faut pas hésiter à les demander. Tu donnes un petit peu les critères du du prêt et ils vont savoir. Ok, Mais dans tous les cas, il me semble que oui, au national, ça restera Réseau Entreprendre et Initiative. Alors, Initiative, pareil, ils ont des antennes un peu partout. oui, oui, Donc, et ce sera le initiative de l'endroit où tu fais la demande. Mais au pire, eux te renverront vers la bonne porte, si c'est ok. pas eux qui le déploient. Non, moi je suis dans la bande des 300 mètres, donc Ok. c'est à utiliser. Hmm. Ok, merci beaucoup. De rien. Merci. Est-ce qu'il y a des autres... Personnellement, j'avais une question. Oui. Bonjour. Désolée si on m'entend pas trop bien, il y a des travaux dans mon immeuble. Mais en fait, moi, c'était plus dans le sens où, imaginons, on a créé notre entreprise et on veut intervenir dans des quartiers QPV. Ouais. Parce que bah, moi, je me dis que peut-être qu'il existe des dispositifs ou quoi. Je suis dans le sport adapté. Et Ouais. du coup, je m'étais dit de démarcher bah, les maisons de quartier, les QPV, parce que peut-être qu'ils ont des budgets, des enveloppes pour des contrats et pour faire des choses comme ça. Mais je sais pas trop du coup, parce que là, on parlait plus de l'implantation de l'entreprise en QPV. Je sais pas si vous y connaissez un peu. Alors, du coup, c'est la question, c'est est-ce qu'ils ont des fonds? Oui, et comment démarcher du coup, enfin comment... Ok. Alors pour démarcher, ça c'est assez simple, il suffit de d'y aller. Vraiment, il suffit de pousser la porte. Les assos de quartier sont souvent très sympas, très ouvertes. Elles connaissent les habitants et habitantes mieux que personne. Pareil pour les commerces. Les commerces, c'est vraiment des endroits sur lesquels on peut s'appuyer pour faire de la pub et pour proposer des choses. Par contre, c'est vrai que, bah, comme le disait Corinne, en fait, les associations, elles ont souffert de beaucoup de pertes financières et enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été sucrées. Donc, pour être complètement transparente, c'est peu possible, enfin, c'est peu probable de pouvoir se faire financer par les structures accueillantes parce ou alors avec des enveloppes vraiment faibles. Par contre, une des possibilités qui existe, et notamment qui va être plutôt empreinte à l'ESS, c'est de proposer des ateliers, mais avec des prix adaptés au public, donc avec différents prix. Par exemple, enfin, tu mets un prix solidaire, un prix normal et puis un prix mécène. Mais par contre, c'est aussi possible d'aller chercher les sous avec la structure. C'est-à-dire qu'imaginons, tu te rapproches d'un centre social avec qui tu as envie de bosser, vous vous mettez d'accord, mais eux, ils ont pas trop d'argent, bah là, ça vaut le coup, du coup, d'aller faire une demande dans les métropoles, dans les villes, et potentiellement chez la DETS. Je parlais du coup tout à l'heure du fonds de revitalisation, bah ça peut être ça, par exemple. Parce que ça peut être sur des actions ponctuelles. Alors ça demande un petit peu d'exercice parce que c'est des dossiers à remplir, c'est souvent des appels enfin des appels d'offres ou des appels à projets. Mais il en existe et tu as beaucoup de petits financements comme ça qui peuvent être récupérés sur le territoire. Mais ça va dépendre du coup de la ville ou de la métropole Ok. associée ou du Et, département. fonds de revitalisation, ça s'appelle comment du coup, là? La dette, je l'ai mis dans le chat, c'est DDETS. Alors c'est direction départementale, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Voilà. Ok, ok, ça Du coup, marche. si tu tapes dette, alors par contre, ouais, ce sera bien. Ça, c'est local, donc ce sera le département, et c'est eux qui gèrent les fonds de revitalisation. Ok, d'accord. Donc, imaginons, il y a une association dans un quartier QPV qui veut travailler avec moi. Mm. On peut faire un appel à projet pour créer, Ouais. pour qu'ils ont les Ça peut financements. complètement être fait. En fait, tu peux même solliciter plusieurs assos pour essayer de monter, entre guillemets, un plus gros projet et financer, du coup, pour plusieurs associations en même temps. Enfin, aller chercher des fonds pour Ok, financer l'atelier ou enfin, les sessions d'exercice pour plusieurs associations en même temps. Donc, ce sera ouvert à plusieurs structures. Et ça, effectivement, mais je l'ai le dossier si jamais ça t'intéresse. En tout cas, t'es du oui. 37? Pas du tout, moi je suis du Nord. Ok. Donc oui, effectivement, mais le dossier, alors du coup oui, faudra te rapprocher de la dette de ton département, mais Ouais. je peux t'envoyer alors
pardon, dans l'ordre. Tu peux me faire un petit mail où tu me Ouais. demandes le dossier de fonds de revite et moi je peux te l'envoyer comme ça tu verras à quoi ça correspond et surtout bah du coup qu'est-ce que tu devras travailler avec la structure ou les structures avant de d'aller chercher la dette. Mais dans tous les cas, c'est la dette qui accompagne le montage des projets. Donc tu seras pas toute Ok. seule, tu vois, à partir du moment où c'est un truc qui t'intéresse, il suffit de trouver la personne référente et ils accompagnent le dossier normalement. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Oui, effectivement, il y a aussi les cités éducatives. Alors, si elles sont encore disponibles, ça dépend des territoires. Mais effectivement, il peut y avoir des structures quand même. Alors, soit qui ont des fonds, mais vraiment de moins en moins, soit qui peuvent aller solliciter du coup plus facilement des aides publiques, par exemple, ou des subventions. J'y repense, pardon, je crois que c'était Margot. Il faut pas hésiter aussi à aller chercher les sous des mutuelles. Pour tout ce qui va être APA, les mutuelles, elles ont des fonds, souvent. Mhm. Donc, il faut pas hésiter à les solliciter pour récupérer de l'argent, pour proposer des animations qui, du coup, seront gratuites pour les bénéficiaires. Bah, en fait, j'avais envie de faire du sport santé sur ordonnance, mais du coup, je crois qu'il faut que je me rapproche du ministère Ouais. pour être agréé. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais du coup, les mutuelles, c'est par exemple, je vais dans ma ville, je vais à une mutuelle et je leur demande. Alors Euh, non. Du coup, ah, ce sera plutôt. Alors les mutuelles, du coup, tu peux chercher plutôt. Ce sera plutôt sur Internet parce que c'est souvent régional, je crois. Ce genre de choses, le déploiement des financements sur ce genre de choses, ce sera plutôt régional. Et du coup, c'est de les solliciter pour des fonds particuliers. Euh, Franchement, enfin, tu tapes vraiment mutuelle et tu tapes subvention ou mécénat. Ça peut être du mécénat, ça peut être du coup mince, j'ai perdu le mot. Fondation. Les ok, fondations. Souvent, les mutuelles vont avoir des fondations et c'est les fondations qui vont déployer des sous. Mais les fondations, enfin, sur un projet comme celui-ci, ça peut être intéressant. Alors, ça viendra pas subventionner du particulier. Par contre, ça peut subventionner si tu fais du public avec des difficultés particulières ou du public, enfin, ou du groupe. ok, ouais. Ça peut être vraiment intéressant dans ce cas-là. Ok. Euh, Donc, mutuelle, c'est ça. Et vous m'aviez dit pour le sport santé sur ordonnance, c'était pas ministre, si, c'est ça? Comment? Et pour le sport santé sur ordonnance, je crois que vous m'aviez dit quelque chose, mais vous aviez pas fini votre Ah, phrase. pardon. Pour le sport santé sur ordonnance, je pense que ce sera avec l'agence régionale de la santé, hein. Ok. Je sais pas, enfin pour le coup, je connais moins bien pour le part particulier et avec du coup les ordonnances. Je pense que ce sera plutôt ouais avec l'agence régionale de la santé. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu. De rien. Sandy demande du coup c'est quoi la zone 300? Alors, je vais remettre la carte. Donc ça, c'est l'exemple avec la carte de Tours. Tac. La borne 300, c'est 300 mètres autour d'un quartier prioritaire politique de la ville qui va pouvoir bénéficier des mêmes avantages que le quartier en lui-même. Si je prends par exemple Rabatterie à Saint-Pierre-des-Corps, le quartier prioritaire en lui-même, qui est défini en fait, c'est borné par justement on en parlait tout à l'heure mais par la dette. C'est l'État en fait qui détermine quelle est la zone du quartier. Et ben BPI a décidé d'ajouter une espèce de borne invisible de 300 mètres autour du quartier prioritaire pour faire bénéficier les habitants et habitantes qui sont dans cette zone-là des mêmes avantages que les habitants eux-mêmes du quartier. Pourquoi? Parce que bah, on considère que si vous habitez juste à côté du quartier, ça veut dire que potentiellement, en fait, vous faites partie du quartier, vous avez les mêmes difficultés, vous avez accès aux mêmes choses, donc bah, du coup, vous avez le droit aussi aux mêmes avantages, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des quartiers pour lesquels cette 300, elle est vraiment intéressante. Si je prends là toujours sur la carte par rapport à Tours, la gare, alors je sais pas s'il y a des Tourangeaux du coup, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de gens d'ailleurs et bienvenue. Mais du coup, Tours, qui est une super ville de l'Indre-et-Loire, Tours, le cœur historique, enfin le cœur de ville, le centre-ville, il est là. Et vous voyez que la borne 300, elle est juste là et elle est vraiment juste au bord de la gare.
Donc il peut y avoir des quartiers comme ça. Et là, par exemple, le quartier de Saint-Pierre-des-Corps, on a aussi une gare. Bah en fait, le QPV est en plein dans la gare. Enfin, la gare est en plein dans le QPV. Et il y a des zones comme ça où ça peut être intéressant, cette bande 300, parce que potentiellement, il y a des développements d'activités. Nous, par exemple, sur Tours, là, il y a par ici, alors en fait, elle a été un peu retracée, mais il y a la ligne de tram qui va passer par là. Donc elle va passer dans les quartiers, elle va passer dans la zone 300. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un développement économique. Donc ça peut être vraiment intéressant d'aller regarder ces zones-là. Encore une fois, j'insiste, l'idée c'est pas de faire de la gentrification. On veut pas forcément d'un Starbucks café en plein milieu du quartier. Par contre, ce qu'on veut, c'est de pouvoir redynamiser ces quartiers-là. On veut pouvoir revoir des coiffeurs, enfin, je prends des activités un petit peu qu'on voit, enfin, qui sont partout et qu'on aimerait bien revoir aussi dans les quartiers. C'est ouais, des coiffeurs, des épiceries, des petits commerces, enfin voilà, des activités. Je pense notamment, il y a des personnes de chez Pépite qui ont un projet enfin, qui sont sur un projet de galerie. Bah, ça peut être ça aussi, c'est des galeries d'art, des espaces de coworking, enfin, que sais-je. Mais c'est intéressant, en fait, les quartiers, et ils ont mauvaise presse, souvent, pour pas grand-chose. Est-ce qu'un type de société serait plus intéressant de faire dans la zone 300? Alors, Sandy, je sais pas du tout, ça dépend de ta question. Mais le type de structure que tu ouvres, ça n'a pas forcément d'impact sur la zone 300. Ah, tu parlais peut-être du type d'activité. Je sais pas si tu parles du type d'activité ou du type de structure juridique. Allô, oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, c'était juste pour dire, oui, je parlais du type d'activité justement. Bah non. Enfin non, il y a pas de borne à ça. Enfin, en fait, c'est juste là, ça va dépendre de ton étude de marché. Tu vois, si tu me dis, enfin, je reprends on va prendre Rive du Cher à Tours, c'est un petit quartier, c'est assez calme comme quartier parce qu'en fait, la zone économique, elle va être juste en dessous ou juste au-dessus, mais globalement, au Rive du Cher, il se passe pas grand-chose. Bon bah si tu me dis que tu veux y ouvrir un magasin de passage, c'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'en fait, du passage, il n'y en a pas. Par contre, si c'est un truc de destination, si c'est un lieu de destination, typiquement un magasin spécifique avec quelque chose, ou, je sais pas, tu vois, une agence de voyage, par exemple, c'est pareil. Quand on y va, c'est qu'on y va pour une raison précise. Bah là, ça peut valoir le coup. Des locaux aussi, ça peut valoir le coup pour des bureaux, par exemple, parce que souvent, tu peux avoir des locaux qui sont pas forcément très très chers en plus, en quartier, avec parfois une belle visibilité. Par exemple, un truc qui est intéressant, c'est que les quartiers prioritaires, souvent, ils ont des transports en commun hyper développés. Parce qu'on sait que bah, c'est des lieux où il y a beaucoup d'habitants, habitantes. Donc, il va y avoir, tu vois, là, par exemple, si on prend ce tour, bah, la ligne de tram, elle est en rouge, tac, tac, tac. Elle traverse quasiment la moitié des quartiers. Et la nouvelle ligne, pardon, elle a été redessinée pour passer aussi dans les quartiers. Et il y a beaucoup de bus aussi. Aïe. Donc, ça peut être aussi intéressant pour ça. Merci beaucoup. De rien. Je pense que ça arrive à son terme. Natalia, du coup, Oui, merci de nouveau et bon, c'était très intéressant et je vais envoyer le support de présentation et le lien de la chaîne YouTube si jamais vous voulez le regarder de nouveau. Et, et voilà, un grand merci à tous pour être présente et on vous attend au prochain webinaire. De nouveau, merci Marie et je vous souhaite une belle reste de journée. bonne fin de journée tout le monde et puis merci pour votre attention. Merci.